Ok. Bon, bah alors c'est parti, prenez place. Le dernier assis fait le compte-rendu. Allez, bonjour. Euh, conférence sur les isolants biosourcés euh, par Soprema Group. Hop. Donc, les biosourcés, solutions mixtes, et puis récolter, valoriser, isoler, puisqu'il n'y a pas que avec des biosourcés que l'on peut faire ce genre de choses. Alors, juste un petit rappel, la première édition du Salon Energy Meeting, c'était en 2017. Et l'offre à peu près structurée des biosourcés en 2017, c'était ça. Il y avait 4 avis techniques pour la Watt en plancher de comble. Il y avait 2 ou 3 avis techniques pour de l'ITI avec les isolants semi-rigides. Donc vous voyez une photo en fibre de bois et en panneau de Watt. Et puis il y avait 2 avis techniques pour l'ITE sous enduit sur MOB, hors IT 249. 9 mètres de haut, et puis il y avait 10 lignes de production en France. Donc c'était quand même assez succinct à l'époque. On l'offre en 2024. Alors pour la Watt, un truc important, c'est qu'elle est traditionnelle dans le DTU 45.11, donc il n'y a plus besoin d'avis techniques. On a un peu plus de 15 avis techniques de produits divers et variés pour l'ITI, alors pas que des Soprema. On a plus de 12 avis techniques pour l'ITE sous enduit, y compris soumis à l'IT 249. On a des ATEX pour les toitures terrasses. Ça, c'est un produit Soprema. Il y a des systèmes mixtes bois-béton, sur lesquels il y a quelques diapos. Il y a des ATEX de façade bois et métal avec des produits biosourcés dedans, passés par des constructeurs de façade bois et métal. Il y a des systèmes de plancher chauffant qui sont sous avis technique avec de l'isolation biosourcée sous le plancher chauffant. Il y a des PV acoustiques et il y a 17 lignes de production qui représentent à peu près 2,2 à 2,3 fois la capacité de production qui existait en 2017. Et hop, c'est pas fini puisque en 2025, il y en aura 20. Il y en a qui sont actuellement en cours de construction en France et qui n'ont pas encore démarré leur production. La production des isolants biosourcés en France devrait arriver à la fin de l'année et dans le courant de l'année prochaine à peu près 6 millions de mètres cubes, soit 20% du total d'isolation produit en France. Et on exporte. C'est une industrie exportatrice. En biosourcé, chantier typique en 2017, c'était ça. Donc quasi exclusivement de la construction ossature bois, ou des extensions. Celle de gauche, c'est une rehausse en fait en ossature bois sur un bâtiment existant. Des petits ERP, le bâtiment du bas, c'est un ERP en Bretagne. Ça se voit au clocher en arrière-plan, en Bretagne Nord. Et autrement, des maisons. En 2020, chantier typique en biosourcé. À gauche pour vous, un immeuble mixte, façade ossature bois, structure porteuse béton, R+4. Entièrement isolé avec du biosourcé, dedans, à l'intérieur, dans l'ossature et devant l'ossature. Et puis chantier typique de rénovation sur support maçonné, lui est à Paris, vous pouvez le voir rue Jeanne d'Arc, de rénovation, de logement collectif. C'était un R+ combien celui-là? R+5, +6, quelque chose comme ça, pour un bailleur social. Donc ça avait déjà en 3 ans un petit peu changé de dimension et de choses possibles. Aujourd'hui, des projets possibles en biosourcé, c'est ça. Alors à gauche, vous avez le Colisée. C'est au Tremblay en France. Donc tout ce que vous voyez là recouvert de parapluies, c'est en fait une salle de spectacle et sportive. C'est une arena qui est d'ailleurs en 2 parties. Il y a une partie sur la gauche de la photo que vous ne voyez pas. Elle fait, ça fait 16 mètres de haut. On ne dirait pas, mais on le voit à peu près avec les palettes. Et il y a 5000 m² de façade ossature bois. Ça commence déjà à être un joli chantier de construction mixte bois-béton et qui va être entièrement recouvert, qui est d'ailleurs aujourd'hui quasi entièrement recouvert de panneaux fibres de bois sous enduit. Et puis à droite, la photo aérienne, c'est un quartier entier. Il y a 11 ou 12 immeubles de toute taille. Il y en a pour 18 mois de chantier. Il y a 27 000 m² de façade, entièrement rénovée, avec de la fibre de bois. Donc on est passé en 6 ans de taille de chantier où 150 m² c'était déjà un gros chantier, à des chantiers qui font 27 000. Et il y en a des encore plus conséquents qui sont en cours de discussion. Donc tout ceci pour vous dire que les domaines d'emploi d'une part et l'ampleur des chantiers possibles en biosourcé ont considérablement changé
ces dernières années. Voilà, ça c'était l'introduction que je voulais faire. Et je vais maintenant laisser parler les gens qui s'y connaissent. Bonjour à tous, merci François pour l'introduction. Moi je suis Stéphane Millefiori, je suis prescripteur pour l'isolation biosourcée chez Soprema. Effectivement, comme le montrait François ces dernières années, la typologie de chantier et les domaines d'emploi des isolants biosourcés ont sacrément évolué et nous en tant que fabricants on a essayé d'accompagner et un petit peu de pousser cette évolution avec évidemment du développement de produits et de solutions innovantes autant que faire se peut. Donc il y a plusieurs systèmes qui nous ont permis effectivement de rentrer dans la cour des grands au niveau du biosourcé. Déjà en tant que Soprema industriel on a une particularité, on est à peu près les seuls à développer des systèmes mixtes. Donc le biosourcé c'est magnifique, c'est bien, mais on ne peut pas toujours tout faire avec. Et donc on a pris nous le parti de se dire, bon, quand on ne peut pas tout faire en biosourcé, eh ben, on peut associer les qualités du biosourcé avec les qualités d'autres produits qui ne sont pas biosourcés. Donc typiquement là vous avez deux exemples. À gauche ça s'appelle EFI Cloison, c'est un système de cloison, comme son nom l'indique, sous ATEX, dans lequel on a associé du complexe de doublage collé en polyuréthane avec de la fibre de bois semi-rigide pour des systèmes de cloison typiquement séparatives entre locaux chauffés et locaux non chauffés. À droite, vous avez un autre exemple de système mixte pour la toiture. Dans ce cas-là, c'est le système EFI Sarking. Là, on associe encore une fois le polyuréthane avec la fibre de bois. C'est quoi l'avantage de ces systèmes? Dans les deux cas, on profite à la fois de la très bonne performance thermique du polyuréthane pour réduire l'épaisseur globale du système, mais on rajoute avec le biosourcé, la fibre de bois, on rajoute le déphasage, donc le confort d'été, très très important quand on est dans un comble typiquement en toiture, et particulièrement aussi le côté acoustique. L'isolant biosourcé se comporte nettement mieux que la mousse plastique en... Ah, pardon. D'accord, c'est pas ce qu'on nous avait dit, mais ça marche. Ah, bon, très bien. Bon, j'espère que comme ça va, que je ne vous perce pas les tympans. Donc voilà, système mixte, l'intérêt c'est effectivement d'associer les avantages le meilleur des deux mondes, hein, comme j'ai l'habitude de dire en prescription. Polyuréthane, très forte performance thermique, fibre de bois, confort d'été, meilleur bilan environnemental évidemment, comportement acoustique. Donc ça c'est une des pistes, le développement des systèmes mixtes. Là on associe différentes familles d'isolants, nous on peut le faire parce que chez Soprema on a toutes ces différentes offres et on arrive à les panacher. Autre piste, ça c'est un partenariat qu'on a eu avec la société A2C Préfa sur des systèmes mixtes bois-béton. Alors là, encore une fois, l'idée c'est d'associer le mieux d'un produit avec le mieux de l'autre. Ici, typiquement, c'est une solution qui est très prisée dans le cadre de la construction neuve, RE 2020, parce que dans ce cas-là, on intègre un atelier de la fibre de bois dans les rainures d'une dalle, d'une prédalle en béton armé et rainuré. Ça apporte quoi cette fibre de bois? C'est surtout, bon, évidemment elle apporte un petit peu de thermique, un petit peu d'acoustique, mais elle est surtout là pour améliorer le bilan environnemental de la dalle de béton. Aujourd'hui, la force de ce système-là, c'est meilleur rapport prix, impact environnemental, impact carbone parmi les solutions qui s'ouvrent aux concepteurs pour faire des planchers. C'est-à-dire que c'est elle a un impact environnemental un peu moins bon qu'une dalle de CLT tout en étant beaucoup moins chère. Elle a un impact environnemental nettement meilleur qu'une dalle en béton tout en étant un poil plus cher. Et c'est donc A2C Préfa, notre partenaire, qui la commercialise avec de la fibre de bois qui vient de chez nous, de chez Paratex Soprema. Après, on a aussi quand même pris le parti chez nous de développer des nouvelles applications qu'on ne faisait pas du tout encore il y a quelques années en fibre de bois. C'est le cas des toitures terrasses de l'isolation sous étanchéité. Alors là, vous avez sous les yeux le système Pavarouf,
qui est le premier et le seul système biosourcé d'isolation support d'étanchéité pour les toitures terrasses avec un ATEX. Il associe de la fibre de bois avec du liège qui est là un petit peu pour faire tampon vis-à-vis des risques potentiels de condensation. Alors là, le bon exemple, pour l'instant, latex, il ne vise que les supports bois et que les terrasses inaccessibles. Il est fort possible que l'idée c'est de le faire évoluer évidemment pour prendre en compte les autres cas de figure, la terrasse béton, la végétalisation. Et on passera peut-être là aussi par un système mixte pour associer les meilleures qualités des différentes familles de produits d'isolation. Entre-temps, donc ça, c'est au niveau du système constructif, ce qu'on a pu apporter comme innovation, au niveau du système mixte, au niveau des nouveaux domaines d'application. Mais on a aussi fait de la R&D, heureusement, de l'innovation au niveau des produits. Et là, particulièrement intéressant, une innovation au niveau des matières premières. C'est-à-dire qu'on avait déjà notre boîte de cellulose issue de papier de journal recyclé. Donc un produit vertueux d'un point de vue environnemental, puisqu'on récupère un déchet. À aucun moment dans le process on ne chauffe, il n'y a pas un point de l'usine à plus de 50 degrés, il n'y a pas une goutte d'eau qui est consommée. Donc c'est vraiment un produit qui est très très light d'un point de vue environnemental, mais il n'a pas que des qualités, il y a un hic, c'est que vous comme moi, on a tous arrêté de lire les journaux. Et on cherche les infos sur les tablettes, et les tablettes, on n'arrive pas à en faire un isolant pour l'instant. Donc on a cherché des autres déchets en papier avec lesquels on aurait pu faire de l'isolant, et qui cherche trouve la plupart du temps. Et donc on a trouvé quoi? On a trouvé, vous le voyez dans la photo de gauche, on a trouvé la glacine. La glacine, personne ne sait ce que c'est jusqu'à ce que je l'explique. Alors là, tout le monde d'habitude fait « Ah oui, je vois ». C'est des supports d'étiquettes. Quand vous décollez une étiquette, que vous la collez quelque part, il vous reste un support, un papier glacé jaunâtre. Ça, c'est la glacine. Et on a découvert qu'en fait, chaque année, il y a 50 000 tonnes de glacine en France qui sont utilisées. C'est 10 fois plus en Europe chaque année, qui sont utilisées dans l'agroalimentaire, dans la logistique, dans la cosmétique, et pour lesquels il n'y a pas la moindre filière de recyclage. Tout est soit enfui, soit incinéré. Je devrais plutôt dire qu'il n'y avait pas de filière de recyclage parce que voilà, on est arrivé et on l'a créé. Donc on est plutôt en train de la créer. On arrive à faire de la boîte de cellulose avec ce produit-là. On a un brevet mondial. Ça nous a aussi valu le prix de l'innovation à Batimat il y a 2 ans. Donc on est assez fiers de ça. Et en fait, en plus, elle a un avantage. C'est moins poussiéreux et plus agréable à la pose pour les applicateurs. Alors, pour l'instant, aidez-nous à développer ce produit-là parce que la filière de recyclage, elle est complètement à construire. Donc on n'a pas encore les quantités qu'on voudrait, mais l'idée, c'est d'y arriver. Toujours dans la même veine, nous en R&D, on a effectivement 2 axes de travail majeurs, le biosourcé. Et quand le biosourcé n'est pas mûr, rentable ou possible dans l'immédiat, hop, on essaye de travailler sur les mines urbaines. Les mines urbaines, les matières premières de récupération, les déchets à valoriser. Donc un exemple, c'est la ouate de cellulose, de glacine en particulier. Autre exemple, c'est le textile recyclé. Et encore l'année dernière, on a lancé un nouveau produit qui est le mélange des deux. Ouate de cellulose et coton recyclé. Ça s'appelle le Pavacel, c'est sous forme de panneaux. Ça sert à l'isolation par l'intérieur, en rampant de comble ou dans les doublages de murs. C'est un produit qui est très performant à la fois en termes de thermique d'hiver et de thermique d'été parce qu'il a un bon potentiel de déphasage et j'ai envie de dire là encore une fois une solution qui est intéressante pour nos amis les poseurs parce que je pense qu'au niveau du confort de pose et de l'agrément on peut difficilement faire mieux. Il est vraiment très doux, très agréable à poser. Donc encore une nouveauté où à la fois voilà comme vous voyez il y a un petit peu des fils rouges dans notre activité de développement et de recherche, c'est la récupération des déchets et le mélange, le métissage, j'ai envie de dire, des matières et des produits parce que effectivement c'est parfois pas possible de tout faire à 100% avec toujours le même produit et donc en les mélangeant on arrive à obtenir des propriétés tout à fait intéressantes. Donc cette forme de mixité ou hybridation c'est vraiment quelque chose à laquelle on croit fortement. Et puis pour finir, 2 mots
sur encore une autre démarche, parce que chez Soprema, on a le biosourcé. Comme je vous disais, on travaille sur la récupération des matières premières et des déchets, mais on n'arrivera pas à tout faire en biosourcé. Et on a encore aujourd'hui chez nous des isolants qui ne sont pas biosourcés, qui sont des isolants traditionnels, issus majoritairement de la pétrochimie, le polyuréthane, le polystyrène. Et on essaye quand même à notre niveau de les sauver, de les faire revenir du côté obscur, de les rendre un peu moins sales pour la planète, de les rendre un peu plus propres. Donc typiquement, l'exemple ici, on a été les premiers au monde, il y a 4 ans, à créer à Strasbourg une usine qui s'appelle Sopraloop, qui récupère des bouteilles en plastique de POT opaque type bouteille de lait, pour en faire du polyol, qui est un des 2 composants qui vont dans la composition de la mousse isolante en polyuréthane. Donc aujourd'hui, on peut dire on a dans nos polyuréthanes un certain pourcentage, et on va continuer à travailler pour arriver demain à 100% idéalement. On a dans nos polyuréthanes un bon pourcentage de plastique recyclé. Et la même chose est vraie aussi pour le polystyrène. Nous, on fait du polystyrène extrudé. Là, on est déjà plus avancé, parce que notre polystyrène extrudé, il peut être fabriqué jusqu'à 100% avec du polystyrène recyclé. On peut se passer du polystyrène vierge, on peut se passer de la pétrochimie. On peut aller récupérer les barquettes d'emballage, les barquettes de poissonniers, de kebab, et en faire un isolant qui a lui aussi des caractéristiques très intéressantes en termes de résistance à la compression, de résistance à l'eau et au milieu agressif. Donc pour tout un tas d'applications pour lesquelles l'isolant biosourcé pur et dur ne pourrait pas forcément répondre, nous on essaye quand même d'apporter une réponse qui est technique et qui a derrière quand même un engagement environnemental fort. Aujourd'hui, voilà, on est entre 50 et 70% de polystyrène recyclé dans la composition de notre polystyrène. On peut techniquement arriver à 100%, il nous manque juste une filière, un monde de récupération un peu plus staffé, parce qu'on n'est pas tout seul dans ce voyage, mais le jour où la filière aura pris l'ampleur qu'elle va devoir avoir, nous on sera prêt, on saura reprendre. Voilà, globalement c'était à peu près tout ce qu'on avait à vous raconter, et on est à votre écoute. Si vous avez des questions, je crois qu'il faut qu'on mette un casque. Est-ce que quelqu'un a une question? Le problème, c'est que si les gens parlent, si on n'entend pas, on ne sait pas si ça fonctionne pas, en fait. Bonjour. Juste comme ça, pour un petit peu... vous n'avez pas su dire le pourcentage de recyclage sur vos mousses polyuréthane. Pourquoi? Il y a un peu de secret. Ah oui, hein, on sentait qu'il y avait quelque chose. Non, on est sur du 25%. Quand vous achetez 1 kg de polyuréthane Soprema, vous achetez 250 grammes de bouteilles de badois recyclées. C'est bien déjà. Voilà, à peu près. Et puis on travaille sur le restant 75%. On espère y arriver. Merci, bonjour. De plus en plus, on met des panneaux solaires sur les toitures. Quid de l'isolant biosourcé compatible avec la compressibilité nécessaire pour poser des panneaux? C'est une excellente question. Merci. Qui est techniquement assez compliquée à atteindre en France, compte tenu des méthodes de test. Voilà. Donc, la définition des classes C de compressibilité, enfin des classes de compressibilité d'isolant sur les toitures terrasses a été faite intégralement à partir des performances des plastiques alvéolaires, et en fait elle n'est pas atteignable avec les isolants fibreux, en tout cas pas les isolants fibreux biosourcés. C'est valable pour la France métropolitaine. J'aurais pas le même discours en Suisse, en Allemagne. C'est la définition de la méthode de test qui ne va pas pour faire du biosourcé.
on y travaille aussi. On travaille au moins pour la végète. On a plus de demandes avec de la végète qu'avec du solaire. Pas d'autres questions? Ah, Oui, bonjour. bonjour. Vous n'avez pas parlé du tout de bilan carbone de vos produits par rapport à ce qui est traditionnel. Pas dans cette présentation-là, en effet. Les isolants biosourcés existent. Alors, pour ce qui est de la ouate de cellulose, depuis 1921. Et pour ce qui est de la fibre de bois, depuis 1932. C'est pas du tout pour leur bilan carbone que ça a été mis au point. Ça a été mis au point pour leur performance acoustique, de confort d'été, d'isolation thermique. Il n'y a qu'en France qu'on nous parle du bilan carbone du biosourcé. Je veux dire, voilà. Alors oui, effectivement, c'est important, ça existe. Le bilan carbone des produits biosourcés est intrinsèquement bon. Je pense que la ouate de cellulose, c'est imbattable compte tenu de son cycle de fabrication et la quantité ridicule d'énergie que ça demande. En plus, c'est fait que à froid. Donc il n'y a pas de four, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de fossiles, il n'y a vraiment rien besoin de tout ça. Le bilan carbone, après, il est dans les FDES, quoi. Donc aujourd'hui, les FDES A1 valident tout le stockage du carbone, en tout cas pour ce qui concerne nos produits. Donc on est à bilan carbone négatif. Ça change avec la révision A2, où le bilan carbone va être à 0. Mais, comment dire, les études du bilan carbone d'un bâtiment sur 75 ans, même en considérant un relargage complet du carbone à la fin de vie du bâtiment, si tant est qu'on soit capable de prévoir comment va être déconstruit un bâtiment dans 75 ans, et ce qu'on fera de ce qu'il y a dedans, ça montre bien que de toute façon, le bâtiment qui est fait avec du produit biosourcé, quel qu'il soit d'ailleurs, stocke du carbone. Donc il y a de toute façon un bilan carbone sur la durée de vie du bâtiment qui est intrinsèquement favorable à des produits biosourcés, quel que soit le produit biosourcé utilisé. C'est-à-dire que les scénarios qu'ils ont dans les FDES partent du principe qu'à la fin de la vie, on va enfuir ou incinérer le produit. Donc il va relarguer le carbone. Mais en réalité, c'est des produits qui sont réutilisables et recyclables et qu'on va devoir réutiliser et recycler quand les bâtiments qu'on construit aujourd'hui seront à déconstruire dans 30 ans. Donc comme le disait François, bilan carbone, ça va être bon. De toute façon, à la construction, ça reste un bilan carbone négatif. D'ailleurs, la CV dynamique existe pour ça. Elle prend en compte, et contrairement à ce qui a pu être dit il y a plusieurs années sur la CV dynamique, comme quoi c'était une chimère, non, c'est issu des scénarios du GIEC. C'est pas, ça n'a pas été inventé une passade de la part d'un industriel ou d'un groupe de lobby A ou B. Non, non. Le fonctionnement de la CV dynamique en France est directement issu des travaux du GIEC et de la maîtrise de la trajectoire carbone. Alors moi je suis très contente de ce que j'ai vu. Vraiment, je félicite Soprema pour ses efforts. Et, bon, apparemment, il y avait des choses, il n'y avait pas grand-chose à faire, tant mieux. Je me pose la question sur le prix. Alors, il y a eu une flambée par rapport aux matières premières, mais on va dire par les dépenses il y a une dizaine d'années sur les isolants de manière générale, et les produits qu'on a là, les mix sont quand même des produits techniquement intéressants. Est-ce qu'il y a une conséquence de prix quand même qui est importante par rapport aux ratios qu'on pouvait connaître il y a une dizaine d'années? Alors c'est pas vraiment pareil, c'est pas vraiment les mêmes produits, mais à la louche quoi. C'est extrêmement variable en fonction des produits et des domaines d'emploi. Si on prend par exemple truc basique de l'isolation par l'intérieur de bâtiments. Avec le mix là, avec le...
le Alors, produit mixte, alors l'EFI cloison, c'est simple, c'est le moins cher de tous les systèmes du marché pour isoler entre un garage et les pièces de vie. Ça c'est clair. D'accord. C'est le plus simple et le moins cher du marché. Ça, de ce côté-là, ça prouve que c'est pas parce qu'il y a du biosourcé dans un système qu'il est plus cher. Oui. Mais si on prend aujourd'hui l'usage sur par exemple pour remplir des cloisons, franchement, sur 45 mm d'isolant ou 40, on est au centime, quoi. Ouais. Donc c'est exactement pareil. la même chose. Après, le endroit où la différence de prix est la plus importante entre les systèmes d'isolation, c'est l'ITI, donc le doublage. Donc évidemment que la plaque de plâtre collée à du plastique, c'est imbattable. Mais de toute façon, c'est déjà imbattable rien que sur le prix de la mise en œuvre, puisque c'est avec tous les isolants fibreux, vous commencez par mettre des appuis, des fourrures, hop là, vous avez explosé le prix. Est-ce qu'on gagne en Donc, performance thermique quand même? Ça dépend de ce que vous cherchez comme performance acoustique, comme type de confort, voilà. Mais oui, on n'est pas sur des différences de prix des produits eux-mêmes, on est vraiment sur des différences de prix de mise en œuvre. Voilà. Donc on ne peut pas comparer un placo PSE blanc à une isolation sur système rail, montant, appui, fourrure avec de l'isolant fibreux et un frein vapeur. Ça n'a rien à voir. Okay. Mais c'est le prix de mise en œuvre en fait qui est complètement différent. Ce qu'on va pas forcément retrouver chez EFI pour la toiture EFI Sarking, par contre, c'est plus. Ah oui, là franchement, entre un Sarking 100% polyuréthane, un Sarking mixte et un Sarking 100% fibre de bois, il y a des écarts, mais enfin c'est rien du tout par rapport au prix du changement des tuiles. C'est vraiment, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Oui, non, mais c'est le but de la question. Ça va se mesurer en euros au mètre carré. Et quand on dit en euros, c'est moins de 10. Voilà. Il y a certains domaines d'emploi où aujourd'hui le biosourcé, par exemple la ouate en plancher de comble, ça fait 20 à 25% de part du marché. Si c'était sensiblement plus cher que la laine minérale, ça n'existerait pas. Ouais. On est sur un marché au centime. L'isolation des planchers de comble, c'est un marché de centimiers. Pareil, l'isolation des façades sous enduit, si on n'était pas bon par rapport à la laine minérale, alors là je ne parle pas évidemment du PSE blanc, on ne ferait pas des chantiers de 27 000 m². Okay. Ça n'existerait pas. Très bien, merci. Voilà. Bonjour, je voulais savoir si vous avez créé des filières, notamment pour la rénovation, où vous récupérez directement les produits sur les chantiers, ou est-ce qu'on passe forcément par des filières tierces? Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Tout d'abord, la REP est censée se mettre en place. Elle se met en place, difficilement, mais elle se met en place. Alors le truc, c'est qu'il y a un certain nombre de matériaux qui ne sont pas dans les flux triés sur chantier dans le premier stade de la REP, notamment les biosourcés par exemple. Donc on y travaille. Voilà. Donc on y travaille et on va faire des choses sur le sujet. On le fait déjà sur les membranes bitume, qui sont un déchet de chantier du bâtiment qui existe depuis 1908. On en sait quelque chose et qui n'est pas un flux spécifique. Mais aujourd'hui, il y a des déchets de membrane bitume qui sont collectés un peu partout en France. D'ailleurs, pour partie, pour en refaire de la membrane, ce qu'on sait faire. Donc, la question principale en fait de la collecte des déchets de chantier, c'est le tri. C'est le tri sur chantier, parce qu'effectivement, on peut se retrouver. De base, c'est 5 flux, on va passer à 7. Mais enfin, si on veut faire le tri jusqu'au bout, on est à 10 ou 15. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui existe pour faire ça, en fait. Donc, il va falloir créer des flux spécifiques. On le fait déjà. Enfin, sur certains chantiers, Soprema collecte les déchets, par exemple de fibres de bois, que l'on sait remettre dans notre cycle de production en usine, moyennant des cahiers des charges assez stricts, mais on sait le faire. Après, il y a des produits sur lesquels il y a zéro déchet. La ouate, il y a zéro déchet. Parce
Le moindre gramme de watt est utilisé. Le seul déchet qu'il y ait, c'est le sac plastique. Et lui, il se recycle. Mais c'est pas la REP bâtiment, c'est la REP emballage. On est bon ? N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand.